Cette petite mendiante suivait son train-train quotidien jusqu'à ce qu'un millionnaire l'appelle pour un combat. La réaction de la fillette est choquante, mais 2 minutes plus tard, c'est le millionnaire qui fond en larmes. Et la raison va vous faire pleurer. Dites-nous en commentaire qui est la personne de votre famille que vous aimez le plus et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Jean-Luc se réveilla en sursaut dans son lit king size, la sueur froide ruisselant sur son front. C'était toujours le même cauchemar. Le téléphone qui sonne, la voix brisée du gendarme à l'autre bout du fil, la nouvelle qui allait changer sa vie à jamais. 10 ans s'étaient écoulés, mais la douleur restait aussi vive que cette nuit. Fatidique. Sa femme, Claire, et son fils, Maxime, 7 ans à peine, rentrèrent d'un goûter d'anniversaire quand un camion a perdu le contrôle. Il aurait dû être avec eux, mais une réunion de dernière minute l'avait empêché de les accompagner. L'horloge indiquait 5h30 du matin. Inutile d'essayer de se rendormir. Jean-Luc se leva et marcha jusqu'à la fenêtre de son penthouse luxueux, observant la ville qui commençait à s'éveiller. À 45 ans, il était l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays. Il avait assez d'argent pour plusieurs vies, mais rien de tout cela n'avait d'importance. La culpabilité le rongeait quotidiennement, corrodant son âme comme un acide invisible. Il suivit sa routine mécanique, café noir, corset sans sucre, costume italien impeccable, chaussures en cuir reluisantes. Il descendit au garage et monta dans sa Mercedes dernier cri. Le chauffeur l'attendait déjà, comme tous les jours depuis des années. Jean-Luc ne se souvenait même plus de ce que c'était que de conduire. Il avait peur de toucher un volant depuis l'accident. En route, pour le bureau, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Sur la place centrale de la ville, une petite silhouette se déplaçait de façon particulière. Il demanda au chauffeur de s'arrêter. C'était une fillette. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans, exécutant des mouvements qui rappelaient des coups d'arts martiaux. Elle portait des vêtements usés et avait les cheveux ébouriffés, mais ses yeux brillaient d'une détermination que Jean-Luc n'avait pas vue depuis longtemps. « Vous pouvez attendre un instant », dit-il au chauffeur en sortant de la voiture. Il s'approcha lentement, observant la fillette continuer ses mouvements, complètement absorbée dans son propre monde. Elle donnait des coups de pied dans l'air avec une précision impressionnante pour quelqu'un d'aussi petit. « Tu t'entraînes depuis longtemps ?» demanda Jean-Luc faisant sursauter la fillette. « J'ai appris toute seule en regardant les combattants dans la salle de sport au coin de la rue, » répondit-elle, pointant du doigt un immeuble ancien de l'autre côté de la rue. « Je m'appelle Camille. » Quelque chose dans sa voix fit se serrer le cœur de Jean-Luc. Maxime aimait aussi les arts martiaux. Il avait atteint la ceinture jaune au taekwondo et rêvait de devenir champion du monde un jour. « Tu veux essayer un coup avec moi ?» Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il puisse réfléchir. Camille écarquilla les yeux, un sourire illuminant son visage sale. Ils simulèrent un petit combat là, sur la place. Camille était agile et déterminée. Ses mouvements, bien qu'imprécis, montraient un talent naturel. Pendant 2 minutes, Jean-Luc oublia qui il était, oublia sa douleur, oublia l'empire qu'il avait construit en essayant d'enterrer ses souvenirs. Quand ils eurent terminé, il remarqua que la fillette haletait, non seulement à cause de l'exercice, mais aussi à cause de la faim. Ses bras étaient trop fins, ses joues trop creuses. « Tu veux déjeuner avec moi ?» demanda-t-il, marchant déjà vers un restaurant proche. Pendant le déjeuner, Camille dévora 3 assiettes. Entre 2 bouchées, elle raconta son histoire. Elle vivait sur la place avec d'autres sans-abri, survivant grâce à des dons. Ses parents avaient disparu il y a 2 ans, la laissant seule au monde. Jean-Luc l'observait en silence, un nœud se formant dans sa gorge. Quand elle eut terminé son repas, il laissa Camille sur la place et retourna à sa voiture. Dès que la porte se ferma, les larmes vinrent, grosses, lourdes, incontrôlables. Le chauffeur, discrètement, fit semblant de ne pas remarquer. Cette nuit-là, dans son penthouse vide, Jean-Luc n'arrivait pas à chasser Camille de ses pensées. La détermination dans ses yeux, la passion pour la lutte, tout lui rappelait Maxime. Il ouvrit un tiroir qu'il gardait verrouillé depuis des années et prit un petit album de photos. Sur la première page,
Maxime souriait fièrement dans son doboc blanc, exhibant sa ceinture jaune aux côtés de Maître Dubois. Maître Dubois, cela faisait une décennie qu'il ne lui avait pas parlé. Après l'accident, il avait coupé tous les liens qui lui rappelaient de Maxime, mais maintenant, quelque chose l'obligeait à reprendre contact. Il passa la nuit blanche, luttant contre ses propres démons. Le lendemain matin, avec des cernes profonds, mais une détermination renouvelée, Jean-Luc prit une décision. Il ne pouvait pas changer le passé, il ne pouvait pas ramener Maxime, mais peut-être pouvait-il faire quelque chose pour cette fillette qui, comme son fils, rêvait d'arts martiaux. Il retrouva Camille au même endroit, exécutant ses coups imaginaires. Quand elle le vit, ses yeux brillèrent de reconnaissance. « J'ai une proposition à te faire », dit Jean-Luc en s'asseyant sur un banc proche. « Que dirais-tu d'apprendre le taekwondo pour de vrai ?» Avec un maître, Camille cessa ses mouvements, le regardant avec méfiance. La vie dans la rue lui avait appris à douter de la bonté des autres. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Jean-Luc hésita. Comment expliquer qu'elle avait réveillé quelque chose et qu'il pensait mort? Comment dire qu'en la voyant se battre, il sentait Maxime plus proche que pendant toutes ces années de deuil? « Parce que tu as du talent », répondit-il finalement. « Et les talents ne doivent pas être gâchés. » Camille continua de le regarder, ses petits yeux étudiant chaque détail de son visage, comme si elle cherchait des signes de mensonge. Finalement, elle acquiesça légèrement. « Et combien ça coûte ?» demanda-t-elle, baissant déjà les yeux, certainement consciente qu'elle ne pourrait pas payer. « Ne t'en fais pas pour ça, répondit Jean-Luc, je paierai pour tout. » Cet après-midi-là, Jean-Luc emmena Camille à la salle de sport de Maître Dubois. L'endroit avait peu changé au cours de la dernière décennie. La même odeur de sueur et de détermination, les mêmes tatamis bleus, les mêmes murs décorés de symboles coréens. Maître Dubois avait vieilli, ses cheveux étaient désormais complètement blancs, mais ses yeux avaient toujours la même lueur sage qu'avant. Quand il vit Jean-Luc, il s'arrêta au milieu de son cours, une expression de surprise et d'émotion traversant son visage. « Maître », commença Jean-Luc, sa voix tremblant légèrement. « J'ai amené quelqu'un qui aimerait beaucoup apprendre, avec vous. » Camille se cacha partiellement derrière Jean-Luc, soudainement timide face à l'atmosphère formelle de la salle de sport. Maître Dubois s'approcha, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Et quel est ton nom, ma petite ?» demanda-t-il de sa voix douce. « Camille », répondit-elle à voix basse, mais ses yeux étudiaient déjà curieusement les élèves qui s'entraînaient au fond. Maître Dubois observa ses pieds nus, ses vêtements usés, mais surtout la posture déterminée qu'elle maintenait même dans sa nervosité. Puis, il regarda Jean-Luc, une question silencieuse dans ses yeux. Jean-Luc hocha simplement la tête. Ce moment marqua non seulement le début de l'entraînement de Camille, mais aussi son propre retour dans un endroit qu'il avait évité pendant si longtemps. L'endroit où son fils avait été le plus heureux. Il ne savait pas encore que cette décision changerait non seulement la vie de Camille, mais remuerait aussi des blessures profondes qu'il pensait cicatriser. Le destin avait des plans plus grands que ce que l'un d'eux pouvait imaginer. Le premier jour d'entraînement fut plus difficile que Camille ne l'imaginait. Habituée à copier des mouvements en observant de loin, elle devait maintenant suivre une discipline rigide. Le doboc blanc que Jean-Luc avait acheté semblait lourd sur son corps frêle. Ses pieds, calleux à force de marcher pieds nus dans les rues, touchaient maintenant le tatami moelleux de la salle de sport. Maître Dubois était patient mais exigeant. Chaque mouvement devait être répété des dizaines de fois jusqu'à atteindre le modèle souhaité. Camille transpirait, ses jambes tremblaient, mais elle ne se plaignait pas. Pour elle, cette douleur était différente de toutes les autres qu'elle avait ressenties dans sa vie. C'était une douleur qui la rendait plus forte. Jean-Luc observait les entraînements de loin, assis sur un banc dans un coin de la salle de sport. Chaque fois que Camille exécutait un coup de pied, son esprit le transportait 10 ans en arrière. Il voyait Maxime là, petit et déterminé, s'entraînant sans relâche pour maîtriser chaque technique. La ressemblance était si grande qu'il devait parfois détourner le regard, les larmes menaçant de couler. Mais il y avait un problème.
que ni Jean-Luc ni Maître Dubois ne pouvaient ignorer. Camille vivait toujours dans la rue. Après chaque entraînement, elle retournait sur la place, dormant à la belle étoile, exposée à tous les dangers de la nuit. L'hiver approchait, et les températures commençaient à baisser dangereusement. Une nuit particulièrement froide, Jean-Luc ne parvint pas à dormir. L'image de Camille, recroquevillée dans un coin de la place, le tourmentait. Il se leva, enfila un manteau et se rendit là-bas en voiture. Pour la première fois en 10 ans, il prit lui-même le volant. Il la trouva endormie dans une boîte en carton, couverte uniquement de vieux journaux. Son cœur se serra. Comment pouvait-il exiger qu'elle s'entraîne, qu'elle se consacre au sport, si elle n'avait même pas un endroit sûr pour dormir? Mais l'idée de l'emmener chez lui l'effrayait. Il ne s'agissait pas seulement de la question légale, c'était la peur de s'attacher, de souffrir à nouveau, de perdre quelqu'un d'autre qu'il aimait. Le lendemain matin, Camille arriva à l'entraînement avec des cernes profonds et tremblants de froid. Pendant l'échauffement, ses mouvements étaient plus lents que d'habitude. Maître Dubois le remarqua et l'appela pour discuter. « Qu'est-ce qui se passe, ma petite? Tu as l'air fatiguée aujourd'hui. » Camille hésita avant de répondre. Il y avait un nouveau groupe sur la place hier soir. Ils buvaient et faisaient beaucoup de bruit. Je n'ai pas réussi à bien dormir. Maître Dubois lança un regard significatif à Jean-Luc, qui assistait à la conversation depuis sa place habituelle. Cette situation ne pouvait pas continuer. Cet après-midi-là, quelque chose se produisit qui força une décision. Pendant l'entraînement, Camille s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle avoua qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Le groupe qui était arrivé sur la place avait volé le peu d'argent qu'elle avait réussi à rassembler. C'est à ce moment-là que Jean-Luc sentit quelque chose se briser en lui. Il se rappela ce que c'était d'être père, ce que c'était de protéger quelqu'un, ce que c'était d'aimer inconditionnellement. Il regarda Camille, si petite et vulnérable, sur le brancard du poste de secours de la salle de sport et prit sa décision. « Tu vas vivre avec moi », dit-il, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Camille écarquilla les yeux, un mélange d'espoir et de peur dans son regard. « Mais pourquoi ?»« Parce que je ne peux pas te laisser dans la rue, parce que tu mérites une chance, parce que... » Il hésita, les mots bloqués dans sa gorge. « Parce que peut-être que nous en avons tous les deux besoin. » La transition ne fut pas facile. Camille n'avait jamais vécu dans une vraie maison, avec des règles et des horaires. Les premiers jours, elle se réveillait en sursaut au milieu de la nuit, désorientée d'être dans un lit moelleux au lieu du sol dur de la place. Elle avait du mal à utiliser correctement les couverts, à se doucher tous les jours, à suivre une routine. Jean-Luc, de son côté, dut réapprendre à partager son espace, à se soucier d'un autre être humain. Il avait rangé toutes les photos de sa famille, transformant son penthouse en un environnement aseptisé et impersonnel. Maintenant, petit à petit, l'endroit commençait à revivre. Mais tout n'était pas rose. La nouvelle que Jean-Luc avait emmené une fillette des rues vivre avec lui commença à circuler dans son cercle social. Les commentaires malveillants ne tardèrent pas à apparaître. Sa sœur, Martine, fut la première à manifester sa désapprobation. Elle apparut sans prévenir dans son penthouse, les yeux pétillants d'indignation. « Tu as perdu la tête ?» lança-t-elle dès qu'elle entra. « Faire entrer une gamine des rues dans ta maison ? Tu ne sais rien d'elle, de sa famille, et si elle est dangereuse, et si elle fait partie d'un plan pour te voler ?» Jean-Luc essaya d'expliquer. Essaya de faire comprendre à Martine ce que lui-même ne comprenait pas totalement. Mais comment? Expliquer que pour la première fois depuis 10 ans, il avait l'impression de faire quelque chose de bien. Comment expliquer qu'en aidant Camille, il avait l'impression d'honorer la mémoire de Maxime? Camille entendit toute la discussion depuis sa chambre, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle était habituée à être jugée, à être vue comme un problème, une menace. Mais pour la première fois, elle espérait une vie différente, et elle ne voulait pas causer de problèmes à Jean-Luc. Le lendemain matin, Jean-Luc trouva un billet sur son bureau. « Merci pour tout, mais il vaut mieux que je parte. Je ne veux pas vous causer de problèmes. » La panique le gagna.
Il courut à la chambre de Camille. Elle était vide. Il descendit à la réception de l'immeuble, le cœur battant la chamade. Le concierge dit qu'il l'avait vu partir très tôt, portant un petit sac à dos. Jean-Luc courut à la place, cherchant frénétiquement. Il ne la trouva pas. Il alla à la salle. De sport, rien. Le désespoir commençait à l'envahir quand il se souvint. Il y avait un endroit où Camille aimait s'entraîner seule, un petit parc abandonné derrière la salle de sport. Là, elle était, exécutant ses coups avec une précision que seule la douleur pouvait apporter. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, mais ses mouvements ne montraient aucune hésitation. « Camille !» appela-t-il doucement. Elle s'arrêta mais ne se tourna pas pour le regarder. « Tu n'as pas besoin de partir, dit-il, sa voix étranglée. Je me fiche de ce que pensent les autres. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'avoir une famille. » Camille finit par se retourner, ses yeux rencontrant ceux de Jean-Luc. À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Il n'était plus seulement un homme riche essayant d'aider une fillette des rues. C'étaient deux âmes blessées qui commençaient à guérir ensemble. Ils rentrèrent chez eux en silence, mais c'était un silence différent, plein de promesses non dites. Ce soir-là, pour la première fois, Jean-Luc sortit une photo de Maxime du tiroir et la posa sur sa table de chevet. Camille le vit faire cela et, timidement, demanda qui était le garçon sur la photo. Jean-Luc s'assit à côté d'elle et, pour la première fois depuis 10 ans, commença à raconter l'histoire de son fils. Il parla de son sourire, de sa passion pour le taekwondo, de la façon dont il illuminait tous les lieux où il passait. Les larmes vinrent, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de douleur. Il y avait aussi de la gratitude d'avoir rencontré Camille, d'avoir une seconde chance de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que ce moment de connexion serait mis à l'épreuve de manière qu'il ne pouvait imaginer. Les ombres du passé de Camille la poursuivaient toujours, et les fantômes de Jean-Luc étaient loin d'être exorcisés. Le chemin qu'ils choisirent de parcourir ensemble ne faisait que commencer, et il serait beaucoup plus difficile que ce que l'un d'eux pouvait prévoir. Au fil des mois, Camille commença à se démarquer à la salle de sport. Son talent naturel, combiné à un dévouement sans faille, la faisait progresser rapidement. Maître Dubois était impressionné par son évolution, mais cette même évolution commença à susciter de mauvais sentiments chez certains élèves. Mathilde, une adolescente issue d'une famille riche qui s'entraînait depuis des années, n'acceptait pas de voir une gamine des rues surpasser ses compétences. Cela commença subtilement. Des commentaires malveillants pendant les entraînements, des petits rires quand Camille commettait une erreur, des regards de mépris quand elle arrivait à la salle de sport. Au début, Camille essaya d'ignorer. La vie dans la rue lui avait appris que toutes les batailles ne méritaient pas d'être menées, mais la situation s'aggrava graduellement. Un jour, elle arriva pour s'entraîner et découvrit que son dobok avait disparu des vestiaires. Le lendemain, ses protections étaient déchirées. La semaine suivante, lors d'un entraînement en binôme, Mathilde la frappa volontairement avec une force excessive, blessant son épaule. Maître Dubois remarqua ce qui se passait, mais il savait que ce genre de conflit devait être résolu par les élèves eux-mêmes. Cela faisait partie de l'apprentissage, de la croissance. Camille devait apprendre à gérer la jalousie et les préjugés sans perdre son essence. À la maison, Jean-Luc remarqua que quelque chose n'allait pas. Camille était plus silencieuse, plus renfermée. Parfois, il la surprenait en train de pleurer seule dans sa chambre, mais quand il lui demandait ce qui s'était passé, elle esquivait. Elle ne voulait pas paraître faible. Elle ne voulait pas que Jean-Luc pense qu'il avait commis une erreur en l'accueillant. Un soir, après un entraînement particulièrement difficile, Camille décida de rester plus longtemps à la salle de sport pour s'entraîner seul. Jean-Luc avait une réunion importante et ne pouvait pas venir la chercher, alors elle rentrerait en bus. Alors qu'elle rangeait son équipement dans les vestiaires, elle entendit des voix s'approcher. « Vous avez vu comme elle se la pète ? Juste parce que cet homme d'affaires cinglé l'a adoptée, elle se croit quelqu'un ?» C'était la voix de Mathilde. « Je parie qu'elle lui fait les poches. Ces gens de la rue sont tous pareils. »
Camille sentit son sang bouillir, mais elle prit une profonde inspiration, se souvenant des enseignements de Maître Dubois sur la maîtrise émotionnelle. Elle continua à ranger ses affaires, faisant semblant de ne pas entendre. Et le pire, c'est que le maître ne fait que la complimenter. Regardez le dévouement de Camille, observez la technique de Camille, continua Mathilde, imitant la voix du maître. Quel est l'intérêt de s'entraîner depuis des années si une clocharde quelconque peut arriver et voler toute l'attention? C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Une autre voix se fit entendre, une voix que Camille ne s'attendait pas à entendre la défendre. « Tu es jalouse, Mathilde », dit Julie, l'une des élèves les plus anciennes de la salle de sport. Camille s'entraîne plus que tout le monde ici. Pendant que tu te plains, elle s'entraîne. Pendant que tu répands des commérages, elle se dévoue. Son talent ne diminue pas le tien, mais ton attitude, si. Camille sentit des larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, elles étaient différentes. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à s'entraîner, elle sentait qu'elle appartenait vraiment à cet endroit. Ce soir-là, quand elle rentra à la maison, elle trouva Jean-Luc qui l'attendait dans le salon. Sa réunion s'était terminée plus tôt et il était visiblement inquiet qu'elle ait tardé autant. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, remarquant ses yeux rouges. Camille hésita. Elle avait gardé tant de choses à l'intérieur d'elle, porté tant de peur et d'insécurité seule. Mais maintenant, en regardant cet homme qui avait complètement changé sa vie, elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de tout affronter seule. Elle s'assit à côté de lui et pour la première fois, raconta tout. Elle parla de Mathilde, du harcèlement, de ce qu'elle ressentait quand les gens la regardaient avec mépris. Elle parla de sa peur de le décevoir, de la façon dont chaque succès à la salle de sport semblait s'accompagner d'un nouveau défi. Jean-Luc écouta tout en silence, son cœur se serrant à chaque mot. Quand Camille eut terminé, il la serra, fort dans ses bras, la laissant pleurer sur son épaule. « Tu n'as rien à prouver à personne, » dit-il doucement. « Tu dois juste être toi-même, avec toute ta force et ta détermination. Le reste se résoudra naturellement. » Mais tout ne se résoudrait pas si facilement. La semaine suivante, lors d'un cours important, Mathilde alla trop loin. Lors d'un exercice de combat, elle ignora complètement les règles de sécurité et frappa Camille avec un coup de pied non autorisé, la faisant tomber violemment sur le tatami. Maître Dubois interrompit immédiatement le cours. Son visage, habituellement serein, était chargé d'une sévérité que peu d'élèves avaient vue auparavant. « Mathilde, viens ici », appela-t-il, sa voix coupant le silence tendu qui s'installa dans la salle de sport. Mathilde s'approcha, essayant de maintenir une expression d'innocence, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. « Ce qui vient de se passer va à l'encontre de tout ce que nous enseignons ici », commença le maître. « Le taekwondo ne consiste pas à blesser les autres, il ne s'agit pas de nourrir l'ego, il s'agit de respect, de discipline et de développement personnel. » Il fit une pause, regardant tous les élèves avant de continuer. Camille est arrivée ici sans rien d'autre que sa détermination. Il n'avait pas d'équipement coûteux, il n'avait pas des années d'entraînement, il n'avait pas une famille pour le soutenir. Mais il avait quelque chose de bien plus important. Il avait du cœur. Et c'est ce qui fait un véritable artiste. « Martial !» Camille, qui s'était relevée avec l'aide de Julie, sentait son corps souffrir, mais son esprit était plus fort que jamais. Les paroles du maître touchèrent quelque chose de profond en elle. Mathilde fut suspendue des entraînements pendant 1 mois et ses parents furent convoqués pour une discussion sérieuse avec Maître Dubois. Mais l'incident eut un effet inattendu. De nombreux élèves qui auparavant restaient distants commencèrent à se rapprocher de Camille, impressionné par sa résilience et son humilité. À la maison, ce soir-là, Jean-Luc trouva Camille en train de pratiquer ses mouvements dans le salon, même avec le corps tout endolori. « Tu n'as pas besoin de t'entraîner aujourd'hui, » dit-il, inquiet. « Tu as besoin de te reposer. » Camille s'arrêta, se tournant vers lui avec un sourire fatigué, mais déterminé. « Tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui ?» demanda-t-elle.
que parfois les gens vont essayer de te faire tomber. Mais l'important n'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Cette fille avait une sagesse qui allait bien au-delà de son âge, une force qu'elle ne connaissait pas elle-même totalement. « Tu me rappelles tellement lui », dit-il doucement, plus pour lui-même que pour Camille. « Maxime ?» demanda-t-elle hésitante. Il était encore rare que Jean-Luc parle de son fils. « Oui », répondit-il en s'asseyant sur le canapé. Lui aussi n'abandonnait jamais, peu importe à quel point c'était difficile. Quand il s'est foulé la cheville avant une compétition importante, il s'est entraîné assis, pratiquant uniquement les mouvements de bras. Il disait qu'il ne pouvait pas s'arrêter juste parce qu'un morceau de lui ne fonctionnait pas. Camille s'assit à côté de lui, absorbant chaque parole. C'était précieux quand Jean-Luc partageait des souvenirs de Maxime, et elle gardait chacun d'eux avec tendresse. « Parfois, continua-t-il, sa voix étranglée, je vois tellement de lui en toi que ça fait mal, mais c'est une douleur différente maintenant. C'est comme s'il m'avait guidé jusqu'à toi. » Ce soir-là, quelque chose changea dans la relation entre eux. Il n'était plus seulement un homme essayant d'aider une fillette des rues ou une enfant reconnaissante d'une chance dans la vie. Ils étaient une famille, construite non par le sang, mais par la douleur, par le dépassement et surtout par l'amour. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les défis qu'ils avaient affrontés jusqu'alors n'étaient que le début. Le destin avait encore beaucoup plus d'épreuves réservées pour eux, et leur force serait testée de manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. L'hiver arriva avec toute sa force cette année-là, apportant avec lui non seulement le froid, mais aussi des souvenirs que Jean-Luc préférait garder enterrés. C'est par une nuit glaciale comme celle-là qu'il perdit sa famille. L'accident se produisit pendant une tempête de neige, lorsque la visibilité sur la route était presque nulle. 10 ans plus tard, il se réveillait encore en sueur froide, et quand les températures chutaient. Camille percevait les changements dans le comportement de Jean-Luc. Il était plus silencieux, plus distant, passait des heures à regarder par la fenêtre avec un regard perdu. Pendant les entraînements, elle le surprenait plusieurs fois avec les yeux larmoyants, surtout quand elle réussissait à exécuter un mouvement qui, selon Maître Dubois, était exactement comme Maxime le faisait. Lors d'une de ces nuits difficiles, Camille entendit des bruits provenant du bureau de Jean-Luc. Il était tard, il passait minuit et elle aurait dû dormir. Mais quelque chose la poussa à se lever et à vérifier. Elle le trouva assis par terre, entouré de vieilles photos, une bouteille de whisky à moitié pleine à son côté. « J'aurais dû être là », murmura-t-il quand il remarqua sa présence. « C'était à moi d'être dans la voiture avec eux. Si je n'avais pas été coincé dans cette foutue réunion. » Camille s'approcha lentement, s'asseyant à côté de lui. Elle prit une des photos éparpillées sur le sol. Elle montrait Maxime souriant, enlacé avec ses parents devant un gâteau d'anniversaire. « Vous ne pouvez pas vous blâmer pour toujours, » dit-elle doucement. « Je suis sûr qu'il ne voudrait pas ça. » Jean-Luc leva les yeux vers elle, surpris par la maturité de ses paroles. Comment une fille d'à peine 12 ans pouvait-elle avoir autant de sagesse? « Vous savez, » continua Camille, « quand mes parents m'ont abandonné, je me suis aussi blâmé, eux pendant longtemps. Je pensais que si j'avais été une meilleure fille, plus obéissante, ils seraient restés. Mais j'ai appris que parfois, les mauvaises choses arrivent sans qu'on puisse rien faire. » Ces paroles frappèrent Jean-Luc comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant tous ces mois, Camille n'avait jamais parlé de ses parents, de comment elle avait été abandonnée. Il respectait son silence, espérant qu'un jour elle se sentirait assez en sécurité pour partager son histoire. « Comment c'était ?» demanda-t-il gentiment, rangeant la bouteille de whisky dans le tiroir. Camille prit une profonde inspiration, jouant avec le bord de son pyjama en organisant ses pensées. « J'avais 8 ans. Nous vivions dans une petite pièce à l'arrière d'un bar. Mon père buvait beaucoup. Ma mère travaillait à 2 emplois pour essayer de joindre les 2 bouts. Un jour, je me suis réveillé et ils étaient simplement partis. Ils ont laissé juste un billet disant qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de moi. » Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner un enfant de cette façon?
Pendant longtemps, j'ai espéré qu'il reviendrait, continua-t-elle. Je restais assise devant la porte du bar, jour après jour, imaginant qu'à tout moment ils apparaîtraient en s'excusant, en disant que c'était une erreur. Mais ils ne sont jamais revenus. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Camille, mais sa voix restait ferme. C'est alors que j'ai commencé à observer les cours de combat à la salle de sport. Voir ces gens s'entraîner, concentrés, déterminés, me donnait un but. Je n'avais peut-être pas de famille, mais j'avais un rêve. Jean-Luc attira Camille dans une étreinte serrée, laissant ses propres larmes finalement tomber. Là, ils étaient, deux âmes blessées, essayant de se guérir l'une l'autre. « Tu as une famille maintenant », murmura-t-il, « et je promets que je ne t'abandonnerai jamais. » Mais le destin avait d'autres plans. Le lendemain matin, Jean-Luc reçut un appel qui allait tout changer. C'était son avocat, avec des nouvelles inquiétantes. « Maître Pernoud, nous devons parler d'urgence », dit la voix à l'autre bout du fil. « Il y a eu quelques complications concernant votre tutelle de Camille. » Le sang de Jean-Luc se glaça. Il fixa un rendez-vous pour cet après-midi même, le cœur lourd d'un mauvais pressentiment. Au bureau de l'avocat, la nouvelle tomba comme une bombe. Les parents de Camille avaient réapparu. Ils réclamaient la garde de leur fille, affirmant qu'ils s'étaient rétablis et qu'ils pouvaient maintenant s'occuper d'elle. « Mais ils l'ont abandonnée !» protesta Jean-Luc, sa voix tremblant de colère. « Comment peuvent-ils simplement réapparaître après 4 ans et exiger de l'emmener ?» L'avocat ajusta ses lunettes, son visage grave. « Légalement, ils ont toujours des droits sur elle. Et vous, eh bien, vous n'avez aucun document officiel. Camille vit avec vous sans aucun soutien juridique. » Jean-Luc sentit le monde tourner. Comment avait-il été si négligent, si concentré sur l'aide à Camille, sur le fait de la voir grandir et se développer, qu'il n'avait pas pensé aux questions juridiques impliquées? « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Nous pouvons déposer une demande de tutelle, présenter des preuves de l'abandon, des témoins, mais ce sera une bataille difficile. Les liens du sang pèsent encore très lourd dans la justice. » Ce soir-là, Jean-Luc ne réussit pas à parler à Camille de la situation. Comment lui dire que les gens qui l'avaient abandonnée voulaient maintenant la reprendre? Comment expliquer que, légalement, il n'avait aucun droit sur elle? Pendant l'entraînement, il l'observa exécuter ses mouvements avec la précision habituelle. Elle avait tellement évolué au cours des derniers mois. Ce n'était plus cette fillette effrayée de la place. C'était une combattante forte, déterminée, avec un avenir brillant devant elle. Maître Dubois remarqua que quelque chose n'allait pas. Il s'approcha de Jean-Luc pendant que Camille s'entraînait avec d'autres élèves. « Les ombres sont revenues dans vos yeux, mon ami, » dit le maître doucement. « Que se passe-t-il » Jean-Luc raconta tout au vieil homme, sa voix étranglée par l'émotion. Maître Dubois écouta en silence, son visage devenant de plus en plus grave. « Le destin nous teste parfois de manière cruelle, » dit-il finalement. « Mais souvenez-vous, Camille n'est plus cette petite fille fragile que vous avez trouvée sur la place. Elle est une combattante maintenant, dans tous les sens, et vous devez aussi vous battre pour elle. » Les paroles du maître résonnèrent dans l'esprit de Jean-Luc toute la nuit. Il savait qu'il devait en parler à Camille, mais comment ? Comment lui dire qu'une fois de plus, sa vie était sur le point d'être bouleversée? Ce qu'il ne savait pas, c'est que Camille avait déjà perçu que quelque chose n'allait pas. Elle remarquait les regards inquiets, les conversations chuchotées, les appels téléphoniques mystérieux. Et dans son cœur grandissait une peur qu'elle pensait avoir surmontée, la peur d'être abandonnée à nouveau. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Camille se leva silencieusement et alla dans la chambre de Jean-Luc. Elle s'arrêta devant la porte, l'observant dormir avec une expression troublée. Elle voulait le réveiller, lui demander ce qui se passait, supplier de ne pas la renvoyer. Mais quelque chose l'en empêcha. Au lieu de cela, elle retourna dans sa chambre et prit son journal, un cadeau que Jean-Luc lui avait offert lors de son premier mois dans la maison. Elle écrivit pendant des heures, mettant sur le papier toutes ses peurs, ses espoirs, son amour pour cette nouvelle famille qu'elle avait trouvée. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est que la véritable bataille ne faisait que commencer. Les parents de Camille
ne s'intéressaient pas seulement à récupérer leur fille. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui ne serait révélé que dans les prochains jours, quelque chose qui testerait les liens entre Camille et Jean-Luc d'une manière qu'aucun des deux n'était préparé à affronter. Le lendemain matin, Jean-Luc se réveilla décidé à dire la vérité à Camille. Il la trouva dans la cuisine, préparant son café du matin avant l'entraînement. Elle avait appris à faire des œufs brouillés exactement comme il les aimait, sans sel, avec un peu de ciboulette. « Camille, il faut que l'on parle, dit-il en s'asseyant à table. » Elle arrêta ce qu'elle faisait, tout son corps se tendant. Durant sa vie dans la rue, elle avait appris que rien de bon ne suivait cette phrase. « Tes parents ont pris contact, » dit Jean-Luc, décidant d'être direct. « Ils te veulent de nouveau, avec eux. » L'assiette que Camille tenait glissa de ses mains, se fracassant sur le sol. Elle resta immobile, regardant les éclats comme si elle ne parvenait pas à assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Non, » murmura-t-elle finalement. « Non, ils ne peuvent pas. Ils m'ont abandonné. » Jean-Luc se leva, voulant la prendre dans ses bras, mais elle recula. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant. « Pourquoi après tant de temps ?»« Je ne sais pas, ma petite, mais je promets que je me battrai pour toi. Je ne laisserai pas qu'il t'emmène. » Camille finit par le regarder, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de détermination. « Je ne veux pas partir, dit-elle fermement. Tu es ma famille maintenant. » Cet après-midi-là, pendant l'entraînement, Camille se battait avec une intensité qui effraya même Maître Dubois. Chaque coup de pied, chaque coup de poing portait le poids de ses émotions. Ses yeux étaient rouges, mais aucune larme ne coulait. Après l'entraînement, quand tout le monde était parti, Maître Dubois l'appela pour discuter. « La vraie force ne réside pas seulement dans les muscles, » dit-il en servant un thé pour tous les deux. « Elle est ici, » pointa-t-il vers le cœur, « et ici, » pointa-t-il vers la tête. « Maître, » commença Camille, sa voix petite, « pourquoi les gens blessent-ils ceux qu'ils devraient se protéger ?» Le vieil homme soupira, se souvenant de quand Maxime posait des questions tout aussi profondes. Parfois, les gens sont tellement perdus dans leur propre douleur qu'ils ne parviennent pas à voir la souffrance qu'ils causent aux autres. Mais cela ne justifie pas leurs actions. Pendant ce temps, au bureau de son avocat, Jean-Luc affrontait une bataille différente. Les documents éparpillés sur la table brossaient un tableau préoccupant. Vos parents affirment qu'ils ont suivi un programme de réhabilitation, expliqua l'avocat. Ils ont des emplois stables maintenant, une maison à eux. Aux yeux de la loi, ils semblent s'être rétablis. Et les 4 années d'abandon, demanda Jean-Luc, sa voix chargée d'amertume. Cela ne compte pour rien. Cela compte, mais ils ont une explication pour cela aussi. Ils disent que c'était un moment de désespoir, qu'ils avaient besoin de se soigner d'abord pour pouvoir s'occuper d'elle correctement. Jean-Luc passa ses mains sur son visage, essayant de contrôler sa frustration. « Et quelles sont nos chances ? Honnêtement, pas très bonnes. Vous n'avez aucun document formel de tutelle. Aux yeux de la loi, vous êtes juste un étranger qui a accueilli une mineure. » Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que l'avocat hésitait à dire. « Il y a autre chose, » dit-il finalement. « Ils insinuent que votre relation avec Camille pourrait ne pas être appropriée. » Jean-Luc sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Comment ose-t-il » Sa voix trembla de colère. « Après avoir abandonné leur propre fille, ils ont le culot de... »« Je sais, » interrompit l'avocat. « Mais nous devons nous préparer, ils vont jouer salement. » Ce soir-là, quand Jean-Luc rentra à la maison, il trouva Camille assise sur le canapé, serrant contre elle l'ancienne poupée qu'elle avait trouvée parmi ses affaires quand elle avait emménagé. « Tu sais, » commença-t-elle sans le regarder, « quand ils sont partis, ils m'ont laissé cette poupée. C'était la seule chose que j'avais de ma mère. Je l'ai gardée pendant des années, imaginant qu'un jour elle reviendrait la chercher. » Jean-Luc s'assit à côté d'elle, son cœur se serrant. « Mais maintenant, » continua Camille, « elle ne signifie plus rien. C'est juste une vieille poupée. Ma vraie famille est ici. » Avant que Jean-Luc ne puisse répondre, la sonnette retentit. Tout son corps se tendit
Il était tard pour les visites. Quand il ouvrit la porte, son sang se glaça. Un homme et une femme étaient là, leurs visages portant une ressemblance indéniable avec Camille. « Où est notre fille ?» exigea la femme, essayant d'entrer dans l'appartement. Jean-Luc bloqua l'entrée avec son corps. « Vous ne pouvez pas simplement apparaître comme ça, » dit-il fermement. « Tout doit être fait par les voies légales. » « Voies légales ?» L'homme rit amèrement. « Elle est notre fille, vous n'avez aucun droit sur elle. » Le bruit attira Camille, qui apparut dans le couloir. En voyant ses parents, elle se figea. « Camille, mon amour !» Sa mère fit un pas en avant, les bras tendus. « Nous sommes venus te rechercher. » Mais Camille ne bougea pas. Ses yeux, normalement si expressifs, étaient froids comme la glace. « Vous m'avez abandonné, » dit-elle simplement. « Vous n'êtes plus mes parents. »« Nous étions malades, ma fille, » expliqua sa mère, des larmes coulant sur son visage. « Nous devions nous soigner d'abord. Maintenant nous allons bien, nous pouvons être une famille de nouveau. »« Une famille ?» Camille laissa échapper un rire sans humour. « Une famille n'abandonne pas. Une famille ne laisse pas un billet et disparaît pendant 4 ans. Une famille... » Sa voix se brisa et elle regarda Jean-Luc avant de continuer. « Une famille, c'est ceux qui restent à vos côtés dans les moments difficiles. C'est ceux qui vous soutiennent, ceux qui croient en vous. C'est ceux qui vous aiment même quand vous pensez ne pas mériter d'être aimé. » Le silence qui suivit, ces paroles fut assourdissant. Ses parents semblaient abasourdis par la maturité et la fermeté de sa réponse. « Vous devez partir maintenant, » dit Jean-Luc, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Tout contact doit se faire par l'intermédiaire des avocats. Après leur départ, Jean-Luc trouva Camille sur le tatami qu'il avait installé dans l'une des chambres vides. Elle frappait le sac de frappe avec une intensité effrayante. « Hé, ma petite !» appela-t-il doucement. « Tu vas te faire mal aux mains. » Comme ça, elle s'arrêta, ses mains tremblant, le visage mouillé de sueur et de larmes. « Ils ne peuvent pas m'emmener, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Jean-Luc voulait dire que non, qu'il ne laisserait jamais cela arriver. Mais il ne pouvait pas lui mentir. « Nous allons nous battre, » promit-il à la place, « de toutes nos forces. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette visite n'était que le début. Les parents de Camille avaient un plan, et ils n'allaient pas abandonner facilement. Dans les semaines à venir, leur vie se transformerait en un champ de bataille où le prix était bien plus que la garde d'un enfant. C'était le droit d'une famille de rester unie, même si ce n'était pas par les liens du sang. Les semaines suivantes furent un véritable cauchemar. Les parents de Camille commencèrent une campagne systématique pour discréditer Jean-Luc. Ils répandirent des rumeurs dans le voisinage, contactèrent des journaux à sensation, allèrent même jusqu'à engager un détective privé pour enquêter sur sa vie. La routine qu'ils avaient construite avec tant de soin commença à s'effondrer. Camille n'arrivait plus à se concentrer sur les entraînements, regardant toujours par-dessus son épaule, craignant que ses parents n'apparaissent à tout moment. Jean-Luc dormait à peine, consumé par l'inquiétude et la colère. Un matin, en arrivant à la salle de sport, Camille trouva Mathilde en train de chuchoter avec un groupe d'élèves, un journal à sensation à la main. En couverture, une manchette accrocheuse. Millionnaire héberge une mineure sous prétexte d'aide. La photo montrait Jean-Luc et Camille sortant d'un restaurant, pris à distance, comme s'ils étaient des criminels. « J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. » Mathilde parlait assez fort pour que Camille entende. « Personne n'aide quelqu'un comme ça, de nulle part. Il doit avoir des arrière-pensées. » Camille sentit son sang bouillir. Elle avait appris à ignorer les provocations de Mathilde, mais c'était différent. Ils attaquaient Jean-Luc, la seule personne qui s'était vraiment souciée d'elle quand tout le monde lui avait tourné le dos. « Répète ça », dit Camille en s'arrêtant devant Mathilde. Sa voix était calme, mais ses yeux lançaient des éclairs de colère. « Quoi, la vérité blesse ?» Mathilde sourit méchamment. « Tout le monde sait qu'il t'a juste ramassé dans la rue parce que... » Elle ne termina pas sa phrase. Camille avança, des années d'entraînement en taekwondo oubliées dans la chaleur de la colère. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, elle sentit une main ferme sur son épaule.
La colère est comme du poison. La voix de Maître Dubois résonna derrière elle. Vous le buvez en espérant que l'autre meure. Camille s'arrêta, son corps tremblant d'émotion contenue. Maître Dubois prit le journal des mains de Mathilde et le déchira en morceaux. Dans cette salle de sport, dit-il, sa voix portant une autorité qui fit taire tout le monde. Nous ne jugeons pas les gens sur ce que les autres disent. Nous jugeons sur le caractère qu'ils démontrent. Et si quelqu'un ici n'a pas encore perçu le caractère de Jean-Luc et Camille, il doit peut-être repenser ce qu'il a appris sur les valeurs du taekwondo. Mathilde baissa les yeux, honteuse. Les autres élèves se dispersèrent en silence. Plus tard, dans les vestiaires, Camille pleurait seule quand Julie entra. L'ancienne rivale de Mathilde s'assit à côté d'elle sans rien dire. « Pourquoi ne peuvent-ils pas nous laisser tranquilles ?» demanda Camille entre deux sanglots. « Pourquoi, après tant de temps ?» Julie soupira, se souvenant de ses propres batailles familiales. « Parfois les gens confondent possession et amour, » dit-elle doucement. « Tes parents pensent qu'ils ont des droits sur toi juste parce qu'ils t'ont donné la vie. Mais une vraie famille, c'est bien plus que ça. » Ce soir-là, Jean-Luc eut une réunion avec son avocat. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Ils ont déposé une demande de garde d'urgence, expliqua l'avocat. Ils allèguent que vous représentez un risque pour Camille. Un risque? Jean-Luc cria presque. Je lui ai donné un toit, une éducation, de l'amour. Où était-il? Quand elle dormait dans la rue. Je sais. L'avocat essaya de le calmer. Mais ils ont un récit convaincant. Ils disent qu'ils étaient malades, qu'ils ont dû s'éloigner pour se soigner, qu'ils sont maintenant rétablis et repentis. Et cela justifie d'abandonner un enfant? Pour de nombreux juges, des parents repentis qui veulent une seconde chance ont priorité sur un étranger, peu importe à quel point il est bien intentionné. Jean-Luc s'effondra sur sa chaise, sentant le poids du monde peser sur ses épaules. Que pouvons-nous faire? Camille est assez âgée pour que son opinion soit prise en compte par le juge. Et nous avons des témoins, Maître Dubois, ses professeurs, des gens qui peuvent attester de la façon dont elle a changé depuis qu'elle est avec vous. Mais il y avait quelque chose de plus préoccupant. L'avocat hésita avant de continuer. Il y a autre chose. Ses parents, ils ne sont pas seuls dans cette affaire. Quelqu'un finance cette bataille juridique. Comment ça? Les avocats qu'ils ont engagés sont chers, très chers. Le genre de professionnel que des personnes qui sortent tout juste d'un programme de désintoxication ne pourraient pas se payer. Jean-Luc sentit un frisson parcourir son échine. Qui pourrait avoir intérêt à le séparer de Camille? Et pourquoi? De retour à la maison, il trouva Camille, endormie sur le canapé, serrant contre elle un album de photos. C'était un cadeau qu'il lui avait offert à Noël. Un album avec des photos d'eux, enregistrant des moments spéciaux des derniers mois. Il s'assit à côté d'elle, observant son visage paisible dans son sommeil. Comment quelqu'un pouvait-il regarder cet enfant et penser qu'il représentait une menace? Camille bougea, ouvrant les yeux lentement. « Ils ne peuvent pas m'emmener, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix endormie et effrayée. « Pas sans se battre !» répondit Jean-Luc, caressant ses cheveux. « Et nous savons tous les deux très bien nous battre. » Dans les jours suivants, la pression augmenta. Les parents de Camille commencèrent à apparaître partout, devant la porte de l'école, à la salle de sport de Maître Dubois, même sur le chemin du retour. Toujours à distance, toujours observant, comme des prédateurs étudiant leur proie. Un après-midi, après l'entraînement, Camille rangeait son équipement quand elle entendit une voix familière. « Ma fille !» Sa mère se tenait devant la porte du vestiaire, paraissant nerveuse mais déterminée. « Vous n'avez pas le droit d'être ici, » dit Camille, reculant. « S'il te plaît, écoute-moi, » implora sa mère. « Nous avons changé, vraiment. Nous avons une maison maintenant, une chambre juste pour toi. Nous pouvons être une famille à nouveau. » Camille regarda cette femme qui avait autrefois été son monde entier. Elle chercha dans son visage une trace de la mère dont elle se souvenait, mais ne trouva qu'une étrangère. « J'ai déjà une famille, » répondit-elle simplement. « Ce n'est pas ton père, » explosa sa mère. « C'est juste un homme riche et solitaire qui t'utilise pour combler le vide de sa vie. »
Les mots frappèrent Camille comme une gifle, mais elle resta ferme. Au moins, il ne m'a jamais abandonné. Sa mère s'avança, essayant de la retenir. Mais Camille esquiva avec l'agilité que le taekwondo lui avait enseignée. « Au secours !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la salle de sport. Maître Dubois apparut en quelques secondes, suivi par d'autres élèves. La mère de Camille recula, réalisant qu'elle était allée trop loin. « Madame, vous devez vous retirer, » dit Maître Dubois, sa voix calme mais ferme. « C'est un espace privé. » Quand elle sortit, Camille s'effondra dans les bras du maître tremblant. « Pourquoi ne comprennent-ils pas ?» sanglota-t-elle. « Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement me laisser être heureuse ?» Maître Dubois la serra dans ses bras, se souvenant de combien Maxime avait aussi besoin de ce genre de réconfort parfois. « Parce que parfois, l'amour peut être égoïste, » répondit-il, doucement. « Mais le véritable amour est celui qui laisse libre, qui respecte les choix, qui place le bonheur de l'autre en premier. » Cette nuit-là, pendant que Camille dormait, Jean-Luc reçut un appel anonyme. La voix à l'autre bout du fil était déformée, mais le message était clair. Abandonnez la petite, ou tout le monde découvrira la vérité sur l'accident qui a tué votre famille. Jean-Luc sentit le sang se glacer dans ses veines. Comment quelqu'un pouvait-il savoir cela? Que pouvait-il utiliser d'autre contre lui? La bataille était loin d'être terminée, et elle avait maintenant pris une tournure encore plus sombre. Mais une chose était sûre, Jean-Luc n'abandonnerait pas Camille, peu importe le prix qu'il devait payer. La menace anonyme perturba profondément le sommeil de Jean-Luc cette nuit-là. Il n'en avait jamais parlé à personne, mais il portait un secret terrible sur l'accident qui avait tué sa famille. Le soir de la tragédie, il s'était disputé avec Claire au téléphone. Elle voulait qu'il quitte la réunion plus tôt pour aller à la fête d'anniversaire de l'ami de Maxime, mais il avait insisté sur le fait que le travail était plus important. Claire était partie irritée, conduisant sous de fortes chutes de neige. S'il avait été moins têtu, moins concentré sur le travail. Le bruit de pas dans le couloir le ramena au présent. C'était Camille, qui n'arrivait pas non plus à dormir. « Je peux rester ici avec toi ?» demanda-t-elle, debout devant la porte de sa chambre. Jean-Luc fit de la place dans le lit, et Camille se blottit contre lui, comme elle le faisait les nuits où les cauchemars de la vie dans la rue la poursuivaient. « J'ai peur », confessa-t-elle à voix basse. « De quoi, ma petite ? » « Qu'ils réussissent à m'emmener, de devoir tout quitter, de ne plus jamais te revoir. » Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à un enfant qu'il avait la même peur? La simple idée de la perdre le terrifiait autant que celle de retourner à sa vie vide d'avant. « Tu sais, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, « quand j'ai perdu Maxime et Claire, j'ai pensé que je ne serais plus jamais capable d'aimer quelqu'un. J'avais tellement peur de souffrir à nouveau que j'ai construit des murs autour de moi. Mais alors tu es apparu, faisant tomber ces murs un par un sans même t'en rendre compte. » Camille leva la tête pour le regarder, ses yeux brillants dans la pénombre de la chambre. « Toi aussi, tu as fait tomber mes murs, » dit-elle. « Après le départ de mes parents, j'ai promis que je ne ferai plus jamais confiance à personne. Mais avec toi, c'est différent. C'est comme si mon cœur savait qu'il pouvait avoir confiance. » Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, le téléphone sonna. C'était l'avocat avec des nouvelles urgentes. « Ses parents ont obtenu une audience préliminaire, » informa-t-il, « pour la semaine prochaine. Ils ont un juge favorable à leur cause. » Jean-Luc sentit le sol se dérober sous ses pieds. 1 semaine, 7 jours pour prouver qu'il méritait de garder Camille, 7 jours pour se battre pour la seule chose qui donnait un sens à sa vie. À l'entraînement cet après-midi-là, Camille était distraite. Ses mouvements, normalement précis, étaient désordonnés. Pendant une séquence de coups de pied, elle perdit l'équilibre et tomba, heurtant son genou violemment contre le sol. Maître Dubois l'aida à se relever, remarquant les larmes qu'elle essayait de cacher. « Parfois, dit-il, en appliquant de la glace sur son genou, le plus grand combat n'est pas avec l'adversaire devant nous, mais avec les peurs à l'intérieur de nous. »« Maître !» commença Camille, sa voix tremblant. « Et s'ils réussissent? Et si je dois partir ?»
Le vieux maître resta silencieux pendant un moment, se souvenant de l'époque où Maxime posait des questions tout aussi difficiles. « Tu sais pourquoi nous pratiquons les mêmes mouvements des milliers de fois ?» demanda-t-il finalement. Camille secoua la tête confuse par le changement de sujet, pour qu'il fasse partie de nous, pour que même dans les moments les plus difficiles, notre corps se souvienne de ce qu'il a appris. Il en va de même pour l'amour, ma petite. Une fois qu'il fait partie de toi, personne ne peut te l'enlever. Les paroles du maître apportèrent un peu de réconfort, mais la réalité restait effrayante. Dans les jours qui suivirent, la tension ne fit qu'augmenter. Les parents de Camille intensifièrent leur campagne. Des articles commencèrent à paraître dans les journaux locaux, insinuant que Jean-Luc avait des motivations douteuses à garder une jeune fille chez lui. Les voisins, qui étaient autrefois amicaux, évitaient maintenant de croiser son regard. Même certains parents d'élèves de la salle de sport de Maître Dubois commencèrent à se demander s'il était approprié que leurs enfants s'entraînent dans le même environnement que Camille. Un après-midi, en rentrant de l'école, Camille entendit deux camarades chuchoter « Ma mère a dit que c'est un homme bizarre. Pourquoi un homme d'affaires riche voudrait-il s'occuper d'une fille des rues? Il doit y avoir quelque chose de louche. Mon père a dit que les riches ont toujours des arrière-pensées. » Camille eut envie de crier, de défendre Jean-Luc, d'expliquer comment il avait sauvé sa vie, comment il lui avait donné non seulement un toit, mais de l'amour, du respect, de la dignité. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À la maison, elle trouva Jean-Luc dans son bureau, paraissant plus vieux et plus fatigué que jamais. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau, des documents juridiques, des articles de journaux, de vieilles photos. « Viens ici », l'appela-t-il. Quand il la vit à la porte, Camille s'approcha, remarquant une photo en particulier qu'il tenait. Elle montrait un homme plus jeune, souriant à côté d'une belle femme et d'un petit garçon. « C'est la dernière photo que nous avons prise ensemble », dit Jean-Luc, sa voix empreinte d'émotion. C'était l'anniversaire de Maxime. Il venait d'obtenir sa ceinture jaune au taekwondo. Camille prit la photo avec soin, étudiant les visages souriants. « Il te ressemblait, dit-elle doucement. »« Oui. » Jean-Luc sourit tristement. « Mais il avait le tempérament de sa mère, têtu, déterminé, comme toi. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. « Tu sais, » continua Jean-Luc, « après leur départ, j'ai pensé que je ne serais plus jamais capable d'être heureux, que j'avais perdu ma chance d'avoir une famille. Mais alors tu es apparu, avec tes coups de pied maladroits et ton cœur immense, et tu m'as montré que l'amour peut nous trouver dans les moments les plus inattendus. » Camille sentit les larmes couler sur son visage. « Je ne veux pas perdre une autre famille, » murmura-t-elle. Jean-Luc la tira dans une étreinte serrée. « Tu ne vas pas en perdre. Peu importe ce qui se passera à l'audience, peu importe ce qu'ils diront de nous, tu seras toujours ma fille. Peut-être pas de sang, mais de cœur, et ça, personne ne peut te l'enlever. » Cette nuit-là, pendant que Camille dormait, Jean-Luc reçut un autre appel anonyme. « Dernière chance, » dit la voix déformée. « Abandonnez la petite, ou tout le monde saura que la mort de votre famille était de votre faute. » Jean-Luc raccrocha le téléphone, ses mains tremblant. Le secret qu'il portait depuis si longtemps menaçait de faire surface, menaçant de détruire tout ce qu'il avait construit avec Camille. Mais comment pouvait-il choisir entre son passé et son présent, entre la culpabilité qu'il portait et l'amour qu'il ressentait? La semaine de l'audience approchait, et avec elle grandissait le sentiment qu'une tempête se préparait. Cette tempête qui menaçait d'arracher à Jean-Luc la seule chose qui donnait encore un sens à sa vie, et à Camille la seule personne qui l'ait vraiment aimée comme une fille. Le jour de l'audience arriva enfin. La nuit précédente, personne n'avait réussi à bien dormir chez Jean-Luc. Camille passait d'une pièce à l'autre, inquiète, mémorisant chaque détail de l'endroit qu'elle avait appris à appeler chez elle. Elle s'arrêtait devant les photos sur le mur, touchait les meubles avec tendresse, comme si elle voulait garder chaque sensation. Dans la chambre que Jean-Luc avait décorée spécialement pour elle,
Elle prit son dobok blanc, maintenant orné de la ceinture verte qu'elle avait conquise avec tant d'efforts. Elle serra l'uniforme contre sa poitrine, se souvenant de chaque moment d'entraînement, de chaque réussite, de chaque fois que Jean-Luc avait applaudi ses victoires avec des larmes dans les yeux. Dans la cuisine, elle trouva Jean-Luc assis à la table, une tasse de café froide oubliée devant lui. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines seulement. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Jean-Luc tenta de sourire, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « Je pensais à l'époque où tu es arrivé ici, dit-il. Tu te souviens comme tu ne savais pas utiliser correctement les couverts, comment tu dormais par terre à côté du lit parce que tu n'étais pas habitué au matelas moelleux. » Camille sourit en se souvenant. « Et comme tu étais nerveux quand je montais sur le rebord de la fenêtre pour regarder le coucher du soleil. »« Je le suis toujours, » admit-il, en ébouriffant tendrement ses cheveux. Le silence qui suivit était lourd. De mots non dits, de peur qu'aucun des deux ne voulait exprimer à voix haute. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Jean-Luc finalement, en sortant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il y avait un collier délicat avec un pendentif en forme de tigre. « Le tigre est l'un des symboles les plus importants du taekwondo, » expliqua-t-il en plaçant le collier autour du cou de Camille. « Il représente la force, le courage et la protection. J'ai pensé que tu pourrais le porter demain, pour te rappeler que, quoi qu'il arrive, tu auras toujours la force d'un tigre à l'intérieur de toi. » Camille toucha le pendentif avec ses doigts tremblants, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Et s'ils réussissent à m'emmener, murmura-t-elle, alors nous nous battrons, comme tu l'as toujours fait, comme tu m'as appris à le faire à nouveau. Nous n'allons pas nous abandonner l'un l'autre, ma petite. » Le lendemain matin, ils arrivèrent tôt au palais de justice. L'avocat les attendait à l'entrée, son visage tendu mais déterminé. « Rappelez-vous, leur dit-il, nous devons montrer au juge que le mieux pour Camille est de rester avec vous, Jean-Luc. Nous avons plusieurs témoins, Maître Dubois, un professeur de l'école, même quelques voisins qui se sont portés volontaires pour témoigner en votre faveur. » Camille serra la main de Jean-Luc avec force lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience. Ses parents étaient déjà là, assis de l'autre côté. Sa mère essaya de lui sourire, mais Camille détourna le regard. Le juge était un homme d'âge moyen, avec une expression sévère, mais pas hostile. Il commença par examiner les documents de l'affaire, tandis que tous attendaient dans un silence tendu. La première à témoigner fut la mère de Camille. Elle parla de sa lutte contre la toxicomanie, de sa guérison, de la façon dont elle rêvait tous les jours de revoir sa fille. « Nous n'avons jamais voulu l'abandonner, » dit-elle en larmes. « Nous étions malades, nous devions nous soigner d'abord pour pouvoir nous occuper d'elle correctement. Maintenant, nous sommes guéris, nous avons une maison, des emplois stables. Nous pouvons lui donner la famille qu'elle mérite. » L'avocat des parents de Camille montra des photos de leur nouvelle maison, des bulletins de salaire prouvant des revenus stables, des certificats de programme de désintoxication. Il dressa un portrait de parents repentants qui méritaient une seconde chance. Quand ce fut au tour de Jean-Luc de témoigner, son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde dans la salle pouvait l'entendre. « J'ai rencontré Camille sur une place, s'entraînant seule, » commença-t-il. « Elle m'a tellement rappelé mon fils. La même détermination, la même passion pour le combat. Je n'ai rien planifié de tout cela, je ne cherchais pas une fille. Mais parfois, la vie nous donne des cadeaux que nous n'attendions pas et nous montre que nous pouvons encore aimer, que nous pouvons encore être heureux, même après avoir tout perdu. » C'est alors que l'avocat des parents de Camille posa la question que Jean-Luc craignait le plus. « Monsieur Pernoud, est-il vrai que le soir où votre femme et votre fils sont morts, vous vous étiez disputé avec elle au téléphone? Qu'elle est partie en conduisant nerveusement à cause de vous ?» Le silence dans la salle était assourdissant. Camille regarda Jean-Luc, ses yeux grands ouverts de surprise. Comment pouvait-il savoir cela? « Protestation, votre honneur !» L'avocat de Jean-Luc se leva,
Cela n'a aucune pertinence pour l'affaire. Mais les dégâts étaient faits. Le juge aurait pu maintenir la protestation, mais le doute avait été semé. Quels autres secrets Jean-Luc cachait-il? Maître Dubois fut le prochain à témoigner. Sa présence sereine apporta un peu de calme à la salle tendue. « Je connais Jean-Luc depuis plus de 15 ans, dit Maître Dubois. J'ai vu la douleur qu'il a portée après avoir perdu sa famille. J'ai vu comment il s'est fermé au monde, comment il a cessé de vivre. Mais depuis que Camille est entrée dans sa vie, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'ai vu de l'espoir dans ses yeux. » Il fit une pause, regardant directement le juge. « Camille n'est pas seulement une élève pour moi. Elle est un rappel quotidien que l'amour peut guérir les blessures les plus profondes. Que la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est un choix. C'est un engagement. C'est être présent non seulement dans les moments heureux, mais surtout dans les moments difficiles. » Quand ce fut au tour de Camille de témoigner, toute la salle sembla retenir son souffle. Elle était nerveuse, mais elle garda la posture que le taekwondo lui avait enseignée. Dos droit, tête haute, regard ferme. « Mes parents disent qu'ils m'ont abandonné parce qu'ils étaient malades, » commença-t-elle, sa voix petite mais claire. « Mais savez-vous ce que c'est vraiment d'être malade? C'est dormir dans la rue en hiver, tremblant de froid. C'est passer des jours sans manger correctement. C'est voir des gens vous traverser comme si vous étiez invisible. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais elle continua. « Jean-Luc ne m'a pas seulement donné un toit. Il m'a donné de la dignité. Il m'a appris que je pouvais être plus que mon passé, que je pouvais rêver, que je pouvais réaliser ses rêves. Il est mon père. Pas parce qu'un papier le dit, mais parce que chaque jour, à chaque instant, il choisit de l'être. » Le silence qui suivit son témoignage était lourd d'émotion. Même le juge sembla touché. Mais alors, l'avocat des parents de Camille fit son mouvement final. Il se leva, tenant une grosse enveloppe. « Votre honneur, j'ai ici des documents qui soulèvent de sérieuses questions sur le caractère de M. Pernoud. » Le cœur de Jean-Luc s'arrêta. S'agissait-il des preuves de la dispute avec Claire le soir de l'accident? Qu'avait-il découvert d'autre? L'audience fut suspendue pour que le juge puisse analyser les nouveaux documents. En sortant de la salle, Camille serra la main de Jean-Luc avec force. « Peu importe ce qu'il y a dans ces papiers, » murmura-t-elle. « Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Tu es mon père, pour toujours. » Jean-Luc sentit les larmes qu'il avait retenues. Toute la journée finirent par couler. Quoi qu'il y ait dans ces documents, quoi que son passé cache, rien ne pouvait effacer l'amour qu'il ressentait pour cet enfant qui avait sauvé sa vie, autant qu'il avait sauvé la sienne. Le contenu des documents présentés était dévastateur. Il ne se contentait pas de détailler la dispute de Jean-Luc avec Claire le soir de l'accident, mais ils apportaient également des éléments sur sa vie après la tragédie. Période de dépression profonde, consultation avec des psychiatres, médicaments prescrits. Les avocats des parents de Camille brossèrent le portrait d'un homme mentalement instable, utilisant la jeune fille comme substitut de l'enfant qu'il avait perdu. Dans les jours qui suivirent l'audience, en attendant la décision du juge, Jean-Luc dormait à peine. Les mots du rapport psychiatrique résonnaient dans son esprit. Le patient présente des signes de deuil non résolus et une tendance à des comportements compensatoires. Camille percevait son angoisse. Un soir, elle le trouva assis dans l'obscurité du bureau, regardant fixement une vieille photo. « Ils ne comprennent pas, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Ils ne comprennent pas que parfois, les personnes brisées s'assemblent pour devenir plus fortes. » Jean-Luc la regarda, surpris par la profondeur de ses paroles. « Quand es-tu devenu si sage ?» demanda-t-il en essayant de sourire. « J'ai appris de toi, » répondit-elle simplement. « Tu m'as appris que notre histoire ne doit pas nous définir, que nous pouvons choisir qui nous voulons être. » À la salle de sport de Somptueux, Maître Dubois, le maître, remarqua que quelque chose n'allait pas. Camille s'entraînait avec une intensité presque effrayante, comme si elle essayait d'exorciser ses peurs à travers les mouvements du taekwondo.
Le corps parle ce que la bouche ne parvient pas à dire, dit-il un après-midi, après l'avoir vu frapper le sac de frappe jusqu'à ce que ses mains soient rouges. Maître, Camille s'arrêta, respirant bruyamment. Et s'ils ont raison? Et si Jean-Luc essayait seulement de remplacer le fils qu'il a perdu? Le vieux maître réfléchit à la question pendant un moment. Quand Maxime est mort, commença-t-il, Jean-Luc a arrêté de vivre. Il venait travailler, remplissait ses obligations, mais il était comme une ombre. Ses yeux n'avaient plus d'éclat, sa voix n'avait plus de vie. Pendant 10 ans, j'ai vu un homme qui existait juste pour exister. Il fit une pause, observant Camille avec tendresse. Alors tu es apparu, et pour la première fois depuis une décennie, j'ai vu Jean-Luc sourire sincèrement. Je l'ai vu se soucier, s'inquiéter, aimer à nouveau. Tu n'as pas remplacé Maxime. Camille, tu as aidé un homme brisé à découvrir qu'il pouvait encore être père, même en portant ses cicatrices. Les paroles du maître firent monter les larmes aux yeux de Camille. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation à l'entrée de la salle de sport attira son attention. C'était sa mère, essayant une fois de plus de forcer un rapprochement. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son expression, une urgence que Camille n'avait jamais vue auparavant. « Ma fille, s'il te plaît », implora-t-elle, ignorant les protestations des autres élèves. « Je dois te dire la vérité sur la raison pour laquelle nous faisons ça maintenant. » Camille hésita. Une partie d'elle voulait s'enfuir, se cacher de cette femme qui avait causé tant de douleur. Mais une autre partie, celle qui gardait encore des souvenirs d'une époque plus heureuse, voulait comprendre. « 5 minutes, dit-elle finalement. C'est tout ce que tu as. Sa mère l'emmena hors de la salle de sport de Maître Dubois, loin, des regards curieux. Elles s'assirent sur un banc à proximité, gardant une distance de sécurité l'une de l'autre. « Ce n'était pas notre idée, » commença sa mère, tordant ses mains nerveusement. « Nous avons été approchés par un homme. Il a offert beaucoup d'argent pour que nous essayions de récupérer ta garde. » Camille sentit son cœur s'emballer. Quel homme? Je ne connais pas son vrai nom. Il a dit qu'il connaissait Jean-Luc, qu'il avait des affaires inachevées avec lui. Il a dit que nous utiliser serait le meilleur moyen de l'atteindre. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Camille. Les appels anonymes que Jean-Luc recevait, les documents médicaux confidentiels, l'argent pour les avocats chers. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant de rage contenue. Sa mère baissa les yeux, honteuse. « Parce qu'hier, il nous a approchés à nouveau. Il a dit que si nous n'obtenions pas ta garde par le juge, nous devrions utiliser d'autres moyens. » Le sang de Camille se glaça. Quels autres moyens? Il veut qu'on t'emmène, par la force si nécessaire. Il a dit qu'il connaissait des gens qui pouvaient nous aider à disparaître avec toi. Camille se leva brusquement, tout son corps tremblant. « Et tu as accepté ça, après tout ce que vous m'avez déjà fait subir? »« Non !» Sa mère se leva également. « C'est pour ça que je te le dis. Je sais que j'ai été une très mauvaise mère, que je ne mérite pas ton pardon. Mais je ne peux pas laisser qu'on te fasse du mal à nouveau. » Des larmes coulaient sur le visage de sa mère, et pour la première fois depuis des années, Camille vit de la sincérité dans ses yeux. « Tu dois avertir Jean-Luc » continua sa mère. « Cet homme, il est obsessionnel. Il a dit que Jean-Luc avait détruit sa vie, que maintenant, il allait détruire la sienne aussi. » Camille courut vers la salle de sport, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle devait trouver Jean-Luc, elle devait l'alerter. Mais quand elle arriva là-bas, Maître Dubois l'informa qu'il était parti plus tôt, disant qu'il devait régler quelque chose d'important. Elle essaya d'appeler son portable, ça tombait directement sur la messagerie vocale. Elle appela son bureau. La secrétaire dit qu'il n'était pas venu de toute la journée. La panique commença à grandir dans sa poitrine. Où pouvait-il être allé? Que pouvait bien planifier cet homme mystérieux? C'est alors qu'elle se souvint de quelque chose que Jean-Luc avait mentionné une fois lors d'une nuit particulièrement difficile. Un endroit où il allait quand il avait besoin de réfléchir, quand la douleur de la perte devenait insupportable. « Le cimetière », murmura-t-elle pour elle-même.
Il doit être allé rendre visite à Maxime et Claire. Sans hésiter, elle prit un taxi. Pendant tout le trajet, ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Le chauffeur essaya d'engager la conversation à plusieurs reprises, mais elle entendait à peine, son esprit étant uniquement concentré sur le fait de trouver Jean-Luc avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son intuition était juste. Jean-Luc était effectivement au cimetière, mais il n'était pas seul. Et la conversation qui se déroulait à ce moment allait changer à jamais le cours de leur vie. Quand Camille arriva au cimetière, le soleil était déjà en train de se coucher, peignant le ciel de tons orangés. L'endroit était pratiquement désert, à l'exception d'un employé âgé qui s'occupait des fleurs. Son cœur battait de façon irrégulière alors qu'elle marchait entre les tombes, cherchant l'endroit où elle savait que la famille de Jean-Luc était enterrée. De loin, elle aperçut deux silhouettes près de la tombe de Claire et Maxime. Elle reconnut Jean-Luc immédiatement, mais l'autre homme, elle ne l'avait jamais vu auparavant. Il était grand, avec des cheveux grisonnants, et quelque chose dans sa posture fit que Camille se cacha derrière un arbre proche. « Vous ne comprenez pas », entendait-on la voix de l'inconnu, chargée d'amertume. « Pendant que vous construisiez votre empire, pendant que vous receviez des applaudissements et des honneurs, j'ai tout perdu. Mon entreprise, ma réputation, ma famille. Roberto, la voix de Jean-Luc sonnait fatiguée. Ça fait tellement longtemps, ce qui s'est passé était un accident terrible, mais... Accident? Roberto rit sans humour. Vous appelez accident ce que vous m'avez fait? Vous saviez que ce contrat était important pour mon entreprise. Vous saviez que c'était ma dernière chance de me maintenir sur le marché. Mais non, le grand Jean-Luc Perrenoud ne pouvait pas laisser passer l'opportunité d'écraser un concurrent. De plus, Camille s'approcha un peu plus, essayant de comprendre ce qui se passait. Le vent froid du crépuscule transportait les mots jusqu'à elle. « Je ne savais pas que les choses allaient si mal pour vous, » répondit Jean-Luc. « Quand j'ai appris que vous aviez tout perdu, j'ai essayé de vous contacter, mais vous aviez disparu. Bien sûr que j'avais disparu. Quel choix avais-je? Ma femme m'a quitté, elle a emmené nos enfants. J'ai fini dans la rue, à boire pour oublier. Et vous avez continué à monter, à grandir, comme si de rien n'était. C'est alors que Camille comprit. Cet homme, Roberto, était responsable de tout. C'était lui qui manipulait ses parents, essayant d'utiliser son passé pour la blesser, pour atteindre Jean-Luc. Et puis, continua Roberto, sa voix devenant plus amère. Je vois dans les journaux que le grand homme d'affaires avait recueilli une fille des rues. Quelle ironie! L'homme qui a détruit tant de vies, se faisant passer maintenant pour un bienfaiteur. C'est là que j'ai réalisé. C'était ma chance de vous faire ressentir la même douleur que j'ai ressentie. Laisse Camille en dehors d'eux. Issa, la voix de Jean-Luc avait un ton d'avertissement. Ce n'est qu'une enfant. Tout comme mes enfants n'étaient que des enfants quand ils ont dû changer de ville, changer d'école, voir leur père se faire traiter de raté. Vous croyez que vous pouvez simplement compenser tout le mal que vous avez fait en recueillant une fille des rues? Vous croyez que ça lave votre conscience? Camille vit Roberto faire un pas vers Jean-Luc, ses mains tremblant de rage. Vous savez ce qui est pire? Continua-t-il. En enquêtant sur votre passé, j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur la mort de votre famille. La dispute au téléphone, votre femme conduisant nerveusement sous la neige, j'imagine comment. Camille réagirait en apprenant que l'homme qu'elle considère comme un père est responsable de la mort de son propre fils. Jean-Luc chancela comme s'il avait reçu un coup de poing. Vous n'aviez pas le droit. Ces informations étaient confidentielles. Le droit? Roberto rit amèrement. Quel droit aviez-vous de détruire ma vie? Maintenant, c'est mon tour. Jean-Luc, je vais vous faire tout perdre à nouveau. La petite, votre réputation, tout. C'est à ce moment-là que Camille n'en put plus. Elle sortit de sa cachette, courant vers eux. « Je sais déjà tout !» cria-t-elle, faisant se retourner les deux hommes, surpris. « Ma mère m'a parlé de vous, de votre plan. » Camille, non. Jean-Luc essaya de l'atteindre, mais elle était déjà entre les deux hommes. « Vous croyez que vous pouvez m'utiliser pour lui faire du mal ?» « Non, continua-t-elle.
fixant Roberto. « Vous croyez que découvrir qu'il se sent coupable de la mort de sa famille va me faire l'aimer moins ?» Roberto parut déconcerté un instant. Il ne s'attendait clairement pas à ce qu'une enfant de 12 y en l'affronte de cette manière. « Tu ne comprends pas, tenta-t-il de dire, mais Camille l'interrompit. « Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Vous savez pourquoi Jean-Luc est différent de vous ? Parce que quand il a tout perdu, quand la douleur était insupportable, il a choisi de ne pas laisser la haine consumer son cœur. Et quand il m'a trouvé, il ne cherchait pas la rédemption. Il essayait juste d'empêcher une autre enfant de souffrir comme il a souffert. » Des larmes coulaient sur le visage de Camille, mais sa voix restait ferme. « Et vous savez quoi? Même s'il a commis des erreurs dans le passé, même s'il porte cette culpabilité, ça ne change rien à ce qu'il a fait pour moi. Ça ne change pas le fait que quand tout le monde m'avait abandonné, y compris mes propres parents, il m'a donné une chance. Il m'a donné un foyer, une famille, un avenir. » Jean-Luc observait la scène en silence, son cœur débordant d'amour et de fierté pour cet enfant qui était devenu si forte, si sage. Roberto paraissait abasourdi. C'était comme si les mots de Camille avaient percé l'armure d'amertume qu'il avait construite au fil des années. « Vous avez passé tellement de temps à planifier votre vengeance, » continua Camille, sa voix s'adoucissant, « que vous avez oublié de vivre. Vous avez oublié qu'il y a toujours un choix. Tout comme mes parents ont choisi de m'abandonner, tout comme Jean-Luc a choisi de m'aider, vous aussi, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de laisser la haine s'en aller. » Le silence qui suivit ces paroles était lourd d'émotion. Le soleil s'était complètement couché maintenant, et les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. Roberto regarda la tombe de Claire et Maxime, puis Jean-Luc, et enfin Camille. Quelque chose sur son visage avait changé, comme si un masque était tombé. « Je ne sais plus quoi faire, » admit-il, sa voix se brisant. « J'ai passé tellement de temps à planifier ça. »« Vous pouvez recommencer, » dit Camille doucement. « Tout comme je l'ai fait, tout comme Jean-Luc. » L'a fait ? À ce moment-là, comme si le ciel lui-même voulait participer à la scène, il commença à pleuvoir. Une pluie légère, presque une bruine, qui semblait laver l'amertume accumulée pendant des années. Jean-Luc fit un pas en avant, tendant la main vers Roberto. « Je ne peux pas changer le passé, » dit-il. « Je ne peux pas défaire le mal que j'ai causé, mais je peux essayer d'aider maintenant, si vous le permettez. » Roberto regarda la main tendue, des décennies de colère et de ressentiment luttant contre ce moment de possible rédemption. Camille observait, retenant son souffle. Là, entre les tombes, sous la pluie fine, 3 vies brisées avaient la chance de trouver la guérison. Mais d'abord, quelqu'un devait faire le premier pas. Ce qui se passa ensuite allait changer à jamais le destin de tous. Roberto resta à regarder la main tendue de Jean-Luc pendant un long moment. La pluie redoublait, mais personne ne bougeait. C'était comme si le temps s'était arrêté dans ce cimetière, attendant une décision qui pourrait changer le cours de toutes ces vies brisées. Finalement, avec la main tremblante, Roberto accepta le geste de Jean-Luc. La poignée de main dura seulement quelques secondes, mais elle portait le poids d'années d'amertume, se transformant petit à petit en possibilité de pardon. « Je ne sais pas comment arrêter de haïr », admit Roberto, sa voix presque un murmure. « Personne ne le sait », répondit Camille, faisant un pas vers les 2 hommes. « On apprend seulement en essayant. Chaque jour est une nouvelle chance de choisir l'amour au lieu de la haine. » Jean-Luc regarda cet enfant qui était entré dans sa vie de façon si inattendue, parlant maintenant avec la sagesse de quelqu'un qui avait connu autant la douleur que la guérison. « Allons nous mettre à l'abri de cette pluie, » suggéra-t-il. « Il y a un café ici près, nous pourrons mieux discuter. » Dans le petit café proche du cimetière, les 3 s'assirent à une table à l'écart. L'endroit était presque vide à cette heure-là. Seulement un couple de personnes âgées buvant du thé dans le coin opposé. L'arôme de café fraîchement passé remplissait l'atmosphère, apportant un peu de réconfort après la tension des derniers moments.
Roberto tenait sa tasse avec force, comme s'il avait besoin de quelque chose pour s'ancrer dans la réalité. Ses yeux, auparavant pleins de haine, paraissaient maintenant perdus, presque effrayés. Après avoir tout perdu, commença-t-il hésitant, « J'ai passé des mois à vivre dans la rue. Je buvais pour oublier, pour ne pas sentir. Je voyais mes enfants de loin parfois, à la sortie de l'école, mais je n'ai jamais eu le courage de m'approcher. Quel père veut que ses enfants le voient ainsi ?» Camille sentit son cœur se serrer. Combien de fois avait-elle vu cette même douleur dans les yeux des personnes qu'elle avait rencontrées pendant son temps dans la rue? Un jour, continua, « Roberto, j'ai vu un reportage sur vous, Jean-Luc. Sur la façon dont votre entreprise avait encore grandi, comment vous étiez devenu l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays. Quelque chose, à l'intérieur de moi, a cassé ce jour-là. C'était comme si tout mon échec était étalé au grand jour. » Jean-Luc écoutait en silence, laissant Roberto exprimer des années de rancœur accumulées. « J'ai commencé à vous suivre, à enquêter sur votre vie, j'ai découvert l'accident, votre famille. Et quand j'ai vu dans les journaux que vous aviez recueilli une fille des rues, » il regarda Camille, « j'ai cru que c'était le destin qui me donnait une chance de vengeance. »« Alors vous avez approché mes parents, » compléta Camille. Roberto acquiesça, honteux. Ils essayaient vraiment de se reprendre en main, mais l'argent que j'ai offert, c'était trop tentant. J'ai manipulé leurs peurs, leurs insécurités. J'ai utilisé le système légal pour essayer de détruire la seule chose de bien qui était arrivée dans vos vies. Des larmes silencieuses coulaient maintenant sur le visage de Roberto. Mais en vous voyant tous les deux ensemble, en écoutant les paroles de cet enfant, j'ai réalisé que j'étais devenu exactement le type de personne que j'avais l'habitude de mépriser. Quelqu'un prêt à blesser un enfant innocent juste pour satisfaire sa soif de vengeance. Jean-Luc prit une profonde inspiration avant de parler. « Vous aviez raison sur une chose, dit-il. J'ai beaucoup de culpabilité à porter. Ce qui est arrivé à votre entreprise, j'étais tellement concentré sur le fait de grandir, d'être le meilleur, que je ne me suis pas soucié des conséquences. Et cette nuit-là, la dispute avec Claire, sa voix faiblit, et Camille serra sa main sous la table, offrant un soutien silencieux. « Mais vous savez ce que Camille m'a appris, » continua-t-il après un moment, « que nos cicatrices ne doivent pas nous définir, que nous pouvons toujours choisir un chemin différent. » Roberto regarda par la fenêtre du café, observant la pluie qui continuait à tomber dehors. « Mes enfants, dit-il doucement, doivent être adolescents maintenant. Parfois, je me demande s'ils se souviennent encore de moi, s'ils pensent encore au père qui les a abandonnés. »« Il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer les choses, » dit Camille. « Je pensais que je n'aurais plus jamais de famille, que je ne ferais plus jamais confiance à personne, mais me voilà. » Un silence pensif tomba sur la table. Dehors, la pluie commençait à diminuer, et les premiers rayons de soleil perçaient entre les nuages. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Roberto finalement. « Premièrement, » répondit Jean-Luc, « vous allez retirer toutes les accusations contre moi dans la procédure de garde. Vous allez dire la vérité sur la façon dont vous avez manipulé les parents de Camille. » Roberto acquiesça sans hésiter. « Et ensuite, » continua Jean-Luc, « je vais vous aider à recommencer. Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux vous donner une chance de construire un avenir différent. Peut-être même vous aider à renouer avec vos enfants. » Roberto leva les yeux, surpris par l'offre. « Pourquoi, après tout ce que j'ai fait ? Parce que c'est ce que les vraies personnes font, » répondit Camille. « Elles pardonnent, elles aident, elles choisissent d'être la lumière même quand elles ont connu tant d'obscurité. » À ce moment-là, le portable de Jean-Luc sonna. C'était son avocat. « Jean-Luc, » dit-il, sa voix agitée, « le juge veut nous voir demain matin de bonne heure. Il semble qu'il va annoncer sa décision concernant la garde. » Le cœur de toutes les personnes à table sembla s'arrêter un instant. Après tout ce qui s'était passé, après toutes les vérités révélées, il restait encore cette dernière bataille à mener. « Ne vous inquiétez pas, » dit Roberto, une détermination nouvelle dans sa voix. « Je vais tout raconter au juge. Comment j'ai manipulé ses parents, comment j'ai créé tout ce cirque par vengeance.
Camille regarda Jean-Luc, ses yeux brillants d'espoir. « Tout va bien se passer, dit-elle, serrant sa main. « Il le faut. » En rentrant chez eux cette nuit-là, la ville semblait différente. Les lumières brillaient plus intensément, l'air semblait plus léger. C'était comme si un poids énorme avait été enlevé de leurs épaules. Mais il restait encore un dernier chapitre à écrire dans cette histoire. Et le lendemain matin, au tribunal, toutes les vérités éclateraient au grand jour, changeant à jamais le destin de cette famille que l'amour avait construite. Le matin de l'audience finale se leva avec un soleil timide, essayant de percer les nuages. Camille se réveilla avant que le réveil ne sonne, son cœur battant la chamade à la perspective de ce qui l'attendait. Elle mit sa plus belle robe, un cadeau que Jean-Luc lui avait offert pour son dernier anniversaire, et attacha autour de son cou le collier avec le pendentif de tigre. Pendant le petit déjeuner, ni elle ni Jean-Luc ne réussirent à manger correctement. Le silence entre eux était lourd d'attente et de peur. Avant de quitter la maison, Camille s'arrêta devant la porte de sa chambre, regardant chaque détail comme si elle voulait tout graver dans sa mémoire. « Tout va bien se passer » dit Jean-Luc, remarquant son hésitation. « Nous avons la vérité de notre côté maintenant. » Au tribunal, ils eurent une surprise. Roberto était déjà là, en train de discuter avec les avocats. Il paraissait différent de l'homme amer de la veille. Il y avait une nouvelle dignité dans sa posture, comme si le poids d'années de haine avait finalement été enlevé de ses épaules. Les parents de Camille étaient également présents, assis dans un coin à l'écart. Sa mère avait des cernes profonds et son père semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Quand Camille passa devant eux, sa mère essaya de sourire, mais le geste ressembla plus à une grimace de douleur. Maître Dubois était venu offrir son soutien. Il était assis au premier rang, sa présence sereine apportant un peu de calme à l'atmosphère tendue. À ses côtés, à la surprise de Camille, se trouvait Julie, son amie de la salle de sport. Quand le juge entra dans la salle, tout le monde se leva. Il paraissait plus sérieux que d'habitude, ses yeux parcourant la salle comme s'il évaluait chaque personne présente. « Avant d'annoncer ma décision, commença-t-il, j'ai été informé qu'il y avait de nouveaux éléments à prendre en compte dans cette affaire. Monsieur Roberto Martinez souhaite faire une déclaration. » Roberto se leva, ajustant sa cravate avec des mains tremblantes. Il paraissait nerveux mais déterminé. « Votre honneur !» commença-t-il, sa voix ferme malgré la nervosité évidente. « Je dois avouer quelque chose. C'est moi qui ai orchestré toute cette situation. J'ai manipulé les parents de Camille, j'ai financé leur bataille juridique, tout. Cela dans le cadre d'un plan de vengeance personnelle contre Jean-Luc Perrenoud. » Un murmure parcourut la salle. Le juge fronça les sourcils, mais fit signe à Roberto de continuer. « J'étais consumé par la haine, par l'amertume. J'ai utilisé une enfant innocente comme pion dans mon jeu de vengeance. Mais hier, sa voix faiblit un instant. Hier, j'ai réalisé le monstre que j'étais devenu. J'ai vu l'amour véritable entre Jean-Luc et Camille. J'ai vu comment elle avait trouvé en lui non seulement un tuteur, mais un vrai père. » Roberto sortit alors de sa poche un dossier rempli de documents. « Voici tout, votre honneur, des preuves des virements que j'ai faits aux parents de Camille, des emails détaillant le plan, des enregistrements de nos conversations. Je suis prêt à faire face aux conséquences légales de mes actions. » Le juge examina les documents en silence, son visage ne révélant aucune émotion. Puis il regarda les parents de Camille. « Confirmez-vous ces allégations ?» La mère de Camille se leva, des larmes coulant sur son visage. « Oui, votre honneur. Quand M. Martinez nous a approchés, nous essayons vraiment de nous reprendre en main. Mais l'argent, c'était tellement d'argent, il a dit que nous pourrions offrir une vie meilleure à Camille, que c'était notre chance de compenser l'abandon. » Elle fit une pause, sanglotant. « Mais en voyant notre fille maintenant, en voyant comment elle est heureuse, comment elle est forte, nous avons réalisé que nous étions égoïstes. Nous ne pensions pas à son bien-être, nous pensions à nous-mêmes. » Le père de Camille se leva également. « Nous retirons notre demande de garde, votre honneur. Notre fille a déjà un père bien meilleur que nous ne l'avons jamais été. » Le silence qui suivit ces mots était lourd d'émotion.
Camille sentait les larmes couler sur son visage, mais elle ne fit aucun geste pour les sécher. Le juge ajusta ses lunettes, regardant directement Camille. « Mademoiselle Camille, dans des affaires comme celle-ci, il est important d'entendre l'opinion de l'enfant concerné. Aimeriez-vous dire quelque chose ?» Camille se leva, ses jambes tremblant légèrement. Elle toucha le pendentif de tigre à son cou, cherchant de la force. « Monsieur le juge », commença-t-elle, sa voix petite mais claire. « Pendant longtemps, j'ai cru que la famille était seulement une question de sang, que parce que je n'avais plus mes parents biologiques, j'étais condamné à rester seul. Mais Jean-Luc m'a appris que la famille, c'est bien plus que ça. » Elle fit une pause, regardant l'homme qui avait changé sa vie. « Il m'a trouvé quand je n'avais rien, quand j'étais invisible pour le monde. Il ne m'a pas seulement donné un toit ou de la nourriture, il m'a donné de la dignité, il m'a donné des rêves, il m'a donné de l'amour. Il m'a enseigné que peu importe combien de fois on tombe, l'important est combien de fois on se relève. » Le juge écoutait attentivement, son visage s'adoucissant pour la première fois. « Je sais qu'il était aussi brisé quand il m'a trouvé, » continua Camille, « qu'il portait beaucoup de douleur, beaucoup de culpabilité. Mais au lieu de laisser cette douleur transformer son cœur en pierre, il a choisi d'utiliser son expérience pour aider quelqu'un qui souffrait. Ça, pour moi, c'est être un vrai père. » Jean-Luc ne pouvait contenir ses larmes maintenant. « Maître !» Dubois souriait doucement, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait. Le juge resta en silence pendant quelques minutes, analysant tous les documents devant lui. La tension dans la salle était palpable. « Bien, » dit-il finalement, considérant les nouveaux éléments présentés, les aveux faits aujourd'hui, et principalement en écoutant le témoignage émouvant de cette jeune fille, « ma décision devient claire. » Tout le monde dans la salle retint son souffle. Camille serra la main de Jean-Luc avec force. « J'accorde la garde définitive de Camille à monsieur Jean-Luc Perrenoud, avec la possibilité d'entamer une procédure d'adoption, si tel est leur souhait. » La salle explosa en applaudissements et larmes de joie. Camille sauta dans les bras de Jean-Luc, sanglotant de bonheur. Maître Dubois et Julie s'embrassèrent, émus. Mais l'histoire n'était pas encore finie. Il y avait un dernier chapitre à écrire, une dernière leçon à apprendre sur le pardon, le nouveau départ et le vrai sens de la famille. Dans les jours qui suivirent la décision du juge, la vie commença à trouver un nouveau rythme. Le premier changement eut lieu juste à la sortie du tribunal, quand la mère de Camille demanda à parler avec elle et Jean-Luc en privé. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, » commença-t-elle, tordant ses mains nerveusement. « Mais j'aimerais pouvoir faire partie de votre vie d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est que de loin. » Camille regarda Jean-Luc, cherchant son avis. Il sourit simplement doucement, laissant la décision entre ses mains. « Peut-être, » répondit Camille, après un moment de réflexion, « pourrions-nous commencer doucement, un café de temps en temps pour nous connaître de nouveau. » Le visage de sa mère s'illumina d'espoir. Son père, qui était resté silencieux, s'approcha aussi, hésitant. « Pourrions-nous venir te voir t'entraîner un jour ?» demanda-t-il timidement. Camille sentit quelque chose bouger dans son cœur. C'était étrange de voir ses parents ainsi, humbles, repentants, essayant de construire des ponts là où avant il n'y avait que des abîmes. « Le prochain championnat régional est dans 3 mois, dit-elle. Si vous voulez venir... » Roberto, qui observait la scène de loin, s'approcha aussi. Il semblait plus léger, comme si le poids d'années d'amertume avait finalement commencé à se dissiper. « Jean-Luc, » l'appela-t-il, « cette offre d'aide tient-elle toujours ?» Jean-Luc acquiesça, tendant la main à son ancien rival. « Venez, à mon bureau demain. Nous verrons ce que nous pouvons faire. » À la salle de sport de Maître Dubois, les choses changeaient aussi. L'histoire de Camille s'était répandue, et maintenant, d'autres élèves la cherchaient pour s'entraîner ensemble, pour écouter ses conseils, pour apprendre de son expérience. Même Mathilde, qui l'avait tant harcelée, vint s'excuser. « J'avais tort, » admit-elle, surprenant Camille pendant une pause de l'entraînement. « J'étais tellement jalouse de ton talent que je n'ai pas réalisé combien tu avais lutté pour arriver jusqu'ici.
Maître Dubois observait ces transformations avec un sourire serein, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait. « Vous voyez ?» dit-il à Camille un après-midi pendant qu'il l'aidait avec une nouvelle séquence de coups de pied. « Parfois, nous devons traverser des tempêtes pour apprendre à danser sous la pluie. » À la pentouse luxueux, Jean-Luc commença la procédure d'adoption officielle. C'était une procédure longue et bureaucratique, mais cette fois, il n'était pas pressé. Il savait qu'ils étaient sur la bonne voie. Un soir, en rangeant la chambre de Camille, maintenant définitivement sa chambre, ils trouvèrent la vieille poupée qu'elle avait apportée des rues. « Tu veux l'acheter ?» demanda Jean-Luc, remarquant comment Camille regardait le jouet usé. « Non », répondit-elle, tenant la poupée avec affection. « Elle me rappelle d'où je viens, tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. Je veux la garder pour toujours. » Jean-Luc comprit. Tout comme il gardait les photos de Claire et Maxime, cette poupée était un rappel que nos cicatrices font partie de qui nous sommes. Roberto tint sa promesse. Avec l'aide de Jean-Luc, il commença à travailler dans le domaine de la responsabilité sociale de l'entreprise, utilisant sa propre expérience pour aider les personnes qui, comme lui, avaient tout perdu. Plus important encore, après beaucoup de thérapie et de préparation, il trouva finalement le courage de rechercher ses enfants. Les retrouvailles ne furent pas faciles. Il y avait beaucoup de chagrin, beaucoup de questions sans réponse, mais c'était un début. « Tu sais, dit-il à Jean-Luc lors d'un déjeuner, en te voyant avec Camille, j'ai appris qu'être un père, ce n'est pas être parfait. C'est être présent, même quand ça fait mal. C'est essayer, même quand cela semble impossible. » Les parents de Camille faisaient également leur part. Ils continuaient leur traitement maintenant avec une motivation renouvelée. Peu à peu, ils construisaient une nouvelle relation avec leur fille, non plus basée sur la culpabilité ou l'obligation, mais sur le respect et la compréhension mutuelle. Un dimanche, tout le monde se réunit pour un déjeuner chez Jean-Luc. C'était une scène que personne n'aurait imaginé possible quelques mois auparavant. Roberto discutant animément avec Maître Dubois de philosophie orientale, les parents de Camille écoutant attentivement pendant qu'elle racontait ses progrès au taekwondo, Jean-Luc au barbecue, un sourire serein sur le visage. Camille observait tout avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Comment était-il possible que tant d'amour puisse naître de tant de douleur ? À la fin de l'après-midi, alors que tout le monde se disait au revoir, sa mère la serra dans ses bras avec des larmes aux yeux. « Merci, murmura-t-elle, de nous donner une seconde chance. »« Troisième, corrigea Camille avec un petit sourire. C'est notre troisième chance, et on dit que 3, c'est le chiffre porte-bonheur. » Plus tard, après que tout le monde fut parti, Camille trouva Jean-Luc dans le jardin, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « À quel point la vie est drôle » répondit-il. « Parfois, nous perdons tellement que nous pensons que nous n'allons jamais nous en remettre. Mais alors, quand on s'y attend le moins, elle nous surprend avec de nouveaux départs. » Camille posa sa tête sur son épaule, sentant le parfum familier de son eau de Cologne mélangé à l'arôme de la nuit. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça ?» dit-elle après un moment. « Que la famille, ce n'est pas seulement qui nous donne la vie, c'est qui nous apprend à la vivre. » Jean-Luc embrassa le sommet de sa tête, son cœur débordant d'amour pour cette jeune fille qui avait transformé sa vie de tant de manières. Mais il y avait encore une dernière surprise qui les attendait. Une révélation qui changerait à jamais la façon dont ils comprenaient leur histoire ensemble. Et cette révélation viendrait d'où ils s'y attendaient le moins. La révélation arriva par un après-midi d'automne ordinaire, alors que les feuilles commençaient à dorer et que le vent soufflait plus froid. Camille s'entraînait à la salle de sport de Maître Dubois, se préparant pour le championnat régional qui aurait lieu dans quelques semaines, lorsque Maître Dubois l'appela dans son bureau. « J'ai quelque chose que je dois te montrer, dit-il, fouillant dans un vieux tiroir de son bureau. Quelque chose que j'ai gardé pendant de nombreuses années, en attendant le bon moment. » Il sortit une enveloppe jaunie par le temps, les bords déjà usés.
À l'intérieur, il y avait une photo qui fit arrêter le cœur de Camille pendant un instant. C'était une image de la salle de sport, clairement prise il y a de nombreuses années. Dessus, un petit garçon souriait fièrement dans son doboc, blanc, exhibant une ceinture jaune neuve. À côté de lui, un homme plus jeune, Jean-Luc, Camille reconnut avec un serrement au cœur, souriait avec la même fierté. Mais ce n'est pas ça qui attira son attention. Au fond de la photo, presque cachée, il y avait une femme. Elle tenait une petite fille dans ses bras, pas plus de 2 ans, et quelque chose dans son visage fit Camille sentir comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « C'est ma mère », murmura-t-elle, ses doigts tremblants, en touchant l'image. Maître Dubois acquiesça lentement. « Ta mère a travaillé ici pendant une courte période, comme aide ménagère. C'était à l'époque où Maxime, le fils de Jean-Luc, commençait à s'entraîner. » Camille ne pouvait pas quitter ses yeux de la photo. Elle était là, encore bébé, dans le même espace où elle s'entraînait maintenant, où elle avait retrouvé son chemin de retour à la vie. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ?» demanda-t-elle, sa voix étranglée. « Parce que certaines vérités doivent être découvertes au bon moment, » répondit le vieux maître. « Quand tu es apparu ici avec Jean-Luc ce premier jour, je t'ai reconnu immédiatement. Tu avais les mêmes yeux déterminés que quand tu étais bébé. » Camille sentit les larmes couler sur son visage. Alors ce n'était pas une coïncidence. Que j'ai rencontré Jean-Luc, que je sois venu atterrir ici. « Dans la vie, » dit Maître Dubois doucement, « il n'y a pas de coïncidence. Il y a des rencontres qui étaient destinées à arriver, même si nous devons attendre des années pour elles. » Ce soir-là, Camille montra la photo à Jean-Luc. Il l'observa tandis que différentes émotions traversaient son visage. Surprise, reconnaissance, compréhension et finalement une sorte de paix. « Maintenant, je me souviens, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Ta mère, elle s'arrêtait, toujours pour regarder Maxime s'entraîner. Elle disait qu'un jour, sa petite fille serait aussi une grande combattante. » Camille s'assit à côté de lui sur le canapé, tous deux regardant toujours la photo qui reliait leur passé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. « Peut-être, » commença-t-elle hésitante, « peut-être que ce n'était pas seulement le hasard qui m'a conduite à cette place ce jour-là. Peut-être qu'une partie de moi se souvenait de cet endroit, de cette énergie. » Jean-Luc la serra fort dans ses bras, laissant ses propres larmes finalement tomber. « Tu sais ce que ça signifie ?» demanda-t-il doucement. « Ça signifie que Maxime, d'une certaine manière, nous a aidés à nous retrouver. Il adorait toujours te voir. Il souriait toujours quand ta mère t'amenait. » La révélation apporta une nouvelle dimension à leur relation. Ce n'étaient pas seulement 2 âmes brisées que le destin avait réunies, c'étaient 2 vies qui s'étaient déjà touchées auparavant, qui d'une certaine manière avaient toujours été connectées. Quand ils racontèrent aux parents de Camille, sa mère éclata en sanglots. « Je me souviens, » dit-elle entre 2 sanglots, « je me souviens de combien j'étais heureuse de travailler là-bas, de combien je rêvais qu'un jour tu serais comme ce petit garçon, si dévoué, si plein de vie. » « Maxime, » dit Camille doucement. Son nom était Maxime. Son père, qui était resté silencieux, parla finalement. « Peut-être que quand nous t'avons abandonné, une force supérieure t'a guidé de retour là où tu as commencé, là où tu aurais toujours dû être. » Mais Maître Dubois, quand il apprit qu'ils avaient partagé la révélation, sourit de son sourire serein habituel. « Vous voyez bien, dit-il. L'univers a une manière très particulière de réparer les choses. Parfois, nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Les semaines suivantes furent d'une profonde transformation. La découverte de cette connexion ancienne apporta une nouvelle dimension de guérison pour toutes les personnes concernées. Roberto, quand il apprit l'histoire, sentit comme si un dernier poids avait été enlevé de son cœur. C'est comme si le destin lui-même nous disait que le pardon est le seul chemin, dit-il, travaillant maintenant activement sur des projets sociaux avec Jean-Luc. Le championnat régional arriva finalement. Camille ne s'était jamais sentie aussi préparée, aussi complète.
dans les gradins, une scène inédite. Jean-Luc, ses parents biologiques, Roberto, maître du bois, tous unis, l'encourageant. Quand son nom fut appelé pour la finale, Camille ferma les yeux un instant. Elle toucha le pendentif de tigre à son cou et sourit, sentant comme si Maxime était là aussi, d'une certaine manière, complétant ce cercle d'amour et de rédemption. Le combat fut intense, chaque mouvement une célébration non seulement de sa technique, mais de son parcours. Quand l'arbitre leva son bras déclarant sa victoire, les larmes qui coulaient sur son visage n'étaient pas seulement de joie, elles étaient de gratitude, de compréhension, de paix. Plus tard, à la penthouse luxueux, célébrant avec tous, ceux qui étaient devenus sa famille élargie, Camille observait les personnes qu'elle aimait converser, rire, partager des histoires. Jean-Luc s'approcha, tenant 2 verres de jus de fruits. « À quoi penses-tu, petite championne ?» Camille sourit, prenant l'un des verres. « À quel point parfois nous devons nous perdre complètement pour retrouver notre véritable chemin de retour à la maison ?» Jean-Luc acquiesça, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Ensemble, ils regardèrent la photo de Maxime, qui occupait maintenant une place d'honneur sur le mur du salon, à côté des médailles de Camille. « Il serait fier de toi ?» dit Jean-Luc doucement. « De nous » corrigea Camille. « Il serait fier de nous. » Et là, dans cette maison remplie d'amour et de rire, 2 âmes qui avaient connu la douleur la plus profonde comprirent finalement que parfois nous devons perdre une famille pour en trouver une autre. Que parfois le destin a des plans plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Et que toujours, il y a une lumière au bout du tunnel, même si nous avons besoin d'aide pour la trouver. Camille regarda le ciel à travers la fenêtre où les premières étoiles commençaient à briller. Quelque part là-haut, elle en était sûre, Maxime souriait, sachant qu'il avait aidé son père à trouver une nouvelle raison de vivre et une jeune fille perdue à retrouver son chemin de retour à la maison. Le cercle était complet. L'histoire devait trouver sa fin, et elle était plus parfaite que n'importe lequel d'entre eux aurait pu l'imaginer.